Le sous-titre de votre livre, Chronique du choc des civilisations, c'est le monde du 11 septembre 2001 jusqu'à la guerre en Syrie. Est-ce que vous pourriez vous présenter, par là même nous présenter rapidement vos activités depuis lors? Alors je vais me présenter rapidement. Donc j'ai enseigné plusieurs années la géopolitique dans diverses institutions, dont l'école de guerre de 1999 à 2009, différentes écoles militaires françaises et étrangères en coopération, souvent dans un cadre de coopération entre la France et différents pays. Également des écoles de guerre très exotiques en Indonésie, en Croatie, en Suisse, c'est moins exotique, mais sur différents continents. Et puis, je suis éditeur depuis 1995, donc éditeur de sciences d'abord, en mathématiques, physique, et puis d'histoire, géographie et de sciences politiques. Et je travaille beaucoup plus maintenant dans le domaine du conseil international, en particulier depuis mon départ rocambolesque de l'école de guerre en 2009. Je fais plutôt du conseil international. Donc avec différents cadres de coopération, notamment des présidences, et également avec des groupes privés, bancaires ou industriels. Voilà pour l'essentiel de la présentation. J'aimerais revenir un instant sur le côté rocambolesque, parce que peut-être que tout le monde n'a pas pu suivre cet événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en 2009, et notamment la décision du ministre de la Défense de l'époque? Alors en 2009, j'avais publié en 2001 un premier ouvrage qui a été longtemps le manuel de l'école de guerre, des officiers de l'école de guerre, qui s'appelait Géopolitique constante et changement dans l'histoire, qui a connu plusieurs éditions. Et en 2009, donc, j'ai publié un ouvrage sous le titre de Chronique du choc des civilisations, qui comprenait, donc qui est un atlas très ouvert sur le monde, qui traite des différents théâtres géographiques, des différentes problématiques de géopolitique. Et dans cet atlas, il y avait donc un chapitre d'introduction qui parlait du point de départ au fond de la réflexion, qui était le 11 septembre 2001 et les attentats du 11 septembre à New York notamment. Ce chapitre, en fait, avait pour vocation de montrer que le choc des civilisations, c'était déjà un choc de l'interprétation. Pour un même événement, pour des attentats, quand vous étiez aux États-Unis ou quand vous étiez dans le monde arabe, en Russie ou ailleurs, la perception d'un même événement n'était pas la même et la croyance dans une version officielle n'était pas partagée partout. Et donc l'idée, c'était de rendre compte de cette réalité du monde qui était justement le choc des représentations sur un même événement. Évidemment, ça a été interprété volontairement par un certain nombre de gens qui souhaitaient m'évincer de l'école de guerre, notamment parce que j'avais des positions très peu favorables à l'OTAN et en particulier à la réintégration de la France dans les structures intégrées de l'OTAN. Ça a été utilisé pour m'évincer de l'OTAN, ce qui s'est fait très rapidement, puisque à ce moment-là, j'étais en voyage à l'étranger dans un cadre d'ailleurs de coopération entre écoles militaires, entre la France et un pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, et j'ai appris donc que j'étais évincé sur le champ du fait de la publication d'un article de M. Guinel, je crois dans Le Point, qui demandait au ministre de la Défense ma tête. Voilà. Je l'ai lu assez rapidement, le ministre n'a certainement pas eu le temps de lire l'atlas, mais c'est pas grave. Et donc j'ai été évincé à ce moment-là. Avec le recul, je suis très content parce que ça m'a rendu une liberté et comme c'est une de mes tropismes, j'aime bien être libre et pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. J'étais déjà, je crois, un peu trop libre à l'école de guerre, mais je l'ai été encore plus après et ça m'a permis de développer d'autres activités, notamment des activités de conseil à l'international. Donc je n'ai pas du tout... et je tiens à le dire, de rancœur, d'amertume par rapport à cette affaire qui a été tournée très rapidement. J'ai attaqué pour le principe le ministère de la Défense parce que c'était fait en dehors, bien sûr, des formes. C'était une éviction brutale et totalement injustifiée.
pour délit d'opinion, pour délit d'analyse. J'ai attaqué, j'ai gagné de ce point de vue, j'ai fait annuler la décision. Il n'y a pas eu de réintégration de fait, mais j'avais déjà tourné la page et j'avais déjà d'ailleurs déménagé et j'avais déjà développé d'autres activités. Voilà. Et maintenant, ça me permet de continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire voyager, écrire et essayer de participer un tant soit peu à l'espoir, je l'espère, du redressement national dans les années qui viennent. J'espère que ça aura permis d'expliquer le rocambolesque. Pour passer sur des sujets plus sérieux, vous partez donc de deux analyses majeures dans l'introduction notamment de cette réédition. La première, c'est que vous voulez vous inscrire dans le temps long de l'histoire, et la seconde, c'est que vous croyez une cohérence des civilisations qui peut heurter aujourd'hui au temps où une mondialisation assise sur la finance dérégulée et des phénomènes migratoires importants pourrait remettre en cause la cohérence de ces civilisations. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Alors, ce que je réponds, c'est que la question des civilisations, d'abord, qu'est-ce que la civilisation? C'est tout un débat. Moi, il y a deux historiens qui m'ont passionné dans les livres d'histoire qui m'ont rapproché de l'analyse géopolitique. Ce sont René Grousset et Fernand Braudel. Fernand Braudel a écrit un livre magnifique qui, à l'origine, devait être d'ailleurs une sorte de manuel scolaire. Ça aurait été formidable que ça devienne un manuel scolaire, la grammaire des civilisations. Et Fernand Braudel, au fond, il définissait la civilisation en disant que la civilisation, c'est ce qui reste quand tout a changé. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une société à un moment donné, il y a une économie à un moment donné, et puis quand les sociétés, les économies se sont succédées, ce qui reste, c'est du domaine de la civilisation. Et il décrivait les civilisations en quelque sorte comme des plaques tectoniques qui traversent l'histoire, qui s'affrontent de manière régulière avec des grands chocs historiques que l'on connaît, de la bataille de Marathon jusqu'à Lépante, jusqu'à des secousses beaucoup plus récentes. Et dans sa grammaire des civilisations, il cherche à définir les spécificités des civilisations. Et pour moi, Braudel a beaucoup compté. Je crois qu'il porte une philosophie de l'histoire extrêmement puissante. Il ne réduit pas l'histoire à la seule civilisation, parce qu'il y a les nations, les États-nations et les États qui ne sont pas des États-nations, mais qui sont des États multinationaux, ce qui crée d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Mais ce qu'il dit au fond, c'est que la civilisation la civilisation n'est pas l'histoire, mais la civilisation fait partie de l'histoire. Et donc vouloir nier le choc des civilisations, la réalité du choc des civilisations, c'est nier une partie de l'histoire. Malheureusement, il y a un politiquement correct qui s'est installé chez nous et qui fait que l'on a tendance à vouloir nier cette réalité. Alors, je ne suis pas non plus huntingtonien au sens où, encore une fois, je ne réduis pas l'histoire au choc des civilisations, mais je dis qu'il existe et qu'il est extrêmement important dans ce conflit. Alors, la question que vous posez, c'est de savoir si, au fond, la mondialisation annule en quelque sorte cette réalité qui est celle des civilisations. Pas du tout, parce que les civilisations traversent les millénaires, et la mondialisation est un phénomène qui n'est pas nouveau, c'est un phénomène cyclique dans l'histoire. Comment définir la mondialisation? Les mondialisations, elles se sont succédées à partir du moment où il y avait une puissance, une grande puissance, ça pouvait être Rome dans l'Antiquité, ce sont les États-Unis aujourd'hui, qui, par intérêt, parce qu'elle était puissante, voulait décloisonner le monde, décloisonner les frontières et optimiser ses intérêts du fait du décloisonnement des frontières et de l'annulation même des frontières. Donc de manière récurrente dans l'histoire, il y a des États puissants, impériaux, qui ont cherché à mondialiser. Alors ça pouvait être un système monde, Braudel parlait d'ailleurs du système monde méditerranéen. Aujourd'hui c'est une mondialisation vraiment mondiale, au sens où l'exportation du modèle américain et l'extériorisation des intérêts américains est véritablement une projection mondiale, mais le phénomène est le même, c'est-à-dire qu'il y a de façon récurrente dans l'histoire
des civilisations qui cherchent à exporter leur modèle, à l'imposer aux autres, et qui cherchent du même coup, bien sûr, à optimiser leurs intérêts. Elles rencontrent ces civilisations, bien évidemment, les réalités immuables que sont les peuples qui traversent l'histoire, les peuples qui sont des réalités de temps long, qui opposent souvent une résistance liée à la défense de leur modèle culturel. Et aujourd'hui, au fond, nous vivons un nouvel épisode d'une nouvelle mondialisation qui est celle née en 1945 avec le système de Bretton Woods, le système américain. Et les Américains cherchent à mondialiser le monde avec leurs alliés, ils cherchent à étendre cet Occident américain, à l'universaliser, mais ils se heurtent, on en parlera, avec l'affrontement unipolarité et multipolarité, ils se heurtent en quelque sorte à la résistance des peuples et des civilisations, des modèles civilisationnels, ce qui fait que les États-Unis aujourd'hui sont dans une crise de la mondialisation à dominante américaine et que nous sommes au cœur de ces choix-là, qui sont des choix politiques, qui reviennent à savoir décider où nous allons nous placer dans le courant de cette mondialisation ou bien à contre-courant de cette logique en crise. Voilà, donc mondialisation et civilisation, il ne faut pas du tout raisonner par substitution en pensant que parce qu'il y aurait des phénomènes de mondialisation, ça annulerait les réalités de temps long que sont les civilisations. Je crois qu'il faut raisonner par combinaison et non par substitution en pensant que c'est précisément dans la combinaison du jeu des civilisations et du phénomène de la globalisation que réside l'explication complexe de l'histoire. Vous parlez d'explication complexe de l'histoire, il y a une notion assez complexe dans votre œuvre, c'est la distinction entre les forces de l'unipolarité et celle de la multipolarité, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Je pense que c'est une notion très importante dans votre logiciel intellectuel. Est-ce que vous pouvez la préciser, la rendre accessible à chacun d'entre nous ? Merci pour le mot œuvre, je ne sais pas si je le mérite, mais en tout cas disons que c'est un effort d'analyse sur le monde. Pour moi, l'œuvre, elle est surtout littéraire, c'est la langue française, c'est pas l'explication compliquée du monde, mais en tout cas, j'essaie d'en rendre compte en essayant de m'approcher le plus possible de l'esprit classique français. Donc, c'était quoi, au fait, la question ? Je dois vraiment pas être très clair. Est-ce que vous pourriez distinguer précisément les notions d'unipolarité et de multipolarité ? Merci. C'est une question effectivement centrale. Alors dans le livre, l'Atlas, qui s'appelle donc Chronique du choc des civilisations, il y a une ligne directrice, il y a une trame, une colonne vertébrale qui est l'idée suivante. C'est l'idée qu'au fond, dans tout ce magma informe, et en plus on est complètement soumis à on est mitraillé de faits qui abondent tous les jours et on a du mal à essayer de dégager de l'intelligibilité dans l'histoire. Mais il y a quand même une chose qui se dégage, et cette chose qui se dégage, me semble-t-il, c'est que depuis 1990 et depuis la fin du monde bipolaire, de l'affrontement entre le bloc soviétique d'un côté, ses alliés, pour faire simple, et de l'autre côté, le bloc occidental, depuis la fin de cette bipolarité, cette coupure du monde en deux, il y a un nouvel affrontement qui se développe et que l'on pourrait résumer de la façon suivante, qui serait l'affrontement entre ce que j'appelle les forces de l'unipolarité et les forces de la multipolarité. Alors c'est quoi ce qui se cache derrière ces mots compliqués ? L'unipolarité, c'est l'idée simplement que les Américains développent, sont les leaders de cette mondialisation que j'évoquais tout à l'heure, qu'ils cherchent à amplifier, à accélérer cette mondialisation depuis l'effondrement de l'Union soviétique, et qu'ils cherchent donc à devenir le pôle dominant d'une mondialisation dont les standards sont essentiellement sur le plan idéologique, culturel, du soft power, comme on dit, y compris dans les modèles offerts par le cinéma, qui sont des standards américains. Et de l'autre côté, il y a un monde multipolaire
qui a commencé à s'affirmer après l'effondrement de l'Union soviétique, et en particulier depuis l'avènement de l'arrivée au pouvoir du président Poutine en 1999-2000, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, on voyait déjà la Chine poindre à l'horizon, mais avec l'arrivée du président Poutine, il y a eu l'affirmation, la volonté claire et affirmée de résister à un monde unipolaire et de vouloir affirmer au contraire un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde dans lequel des pôles de puissance s'équilibrent, sont en compétition, mais s'équilibrent et cherchent à défendre leur souveraineté, leur modèle culturel et civilisationnel. Et je crois que c'est au fond la ligne directrice qui peut résumer la géopolitique mondiale aujourd'hui, cet affrontement entre les forces de l'unipolarité qu'on pourrait même décrire comme des forces de l'uniformisation et au contraire des forces de la multipolarité que l'on pourrait décrire comme des forces de la diversité, diversité des langues, diversité des peuples, diversité des modèles civilisationnels. Cet affrontement, c'est, me semble-t-il, la colonne vertébrale autour de laquelle se noue l'essentiel des dynamiques géopolitiques du monde. Alors ensuite, bien sûr, la géopolitique ne se résume pas uniquement à ça. Il y a des affrontements régionaux, il y a des dualités Chine-Inde, des rivalités Inde-Pakistan, des rivalités régionales, des rivalités de voisinage. Et la géopolitique, c'est tout ça. Mais il y a, je crois, cette ligne directrice de l'affrontement entre l'unipolarité et la multipolarité. Et aujourd'hui, le sens profond du combat politique, c'est de savoir où nous allons nous situer, nous Français en particulier, dans cet affrontement entre l'unipolarité et la multipolarité. Et c'est de savoir quel monde nous voulons. Est-ce que nous pensons que la paix et la prospérité vont résulter d'un monde unipolaire à dominante américaine qui aura nécessairement écrasé des velléités d'affirmation identitaire et de puissance de beaucoup de pays, ou au contraire, est-ce que la paix, la prospérité ne viendra pas d'un monde où nous acceptons une certaine multipolarité, un équilibre des puissances qui s'établit entre les différents États, bien sûr, et les différentes civilisations, qui parfois, d'ailleurs, les États et les civilisations se recouvrant les uns et les autres.